Bonjour, cette capsule vidéo couvre l'étude complète d'une fonction. Il s'agit d'une procédure en 6 étapes. Si vous avez visionné les capsules vidéo précédentes sur l'esquisse graphique, vous remarquerez les 4 étapes ici qui avaient été vues dans ces capsules vidéo-là. Donc, il y a 2 étapes qui ont été ajoutées, les 2 premières, soit la recherche du domaine et des coordonnées à l'origine, ainsi que la recherche des asymptotes et l'étude du comportement à l'infini. Donc, allons-y avec un exemple. Soit la fonction f de x est égale à 20x2 moins 28x moins 28, le tout sur x moins 1 au carré. Commençons avec la première étape, soit le domaine et les coordonnées à l'origine. Le domaine. Donc, il s'agit d'une fonction algébrique. Donc, si on s'attarde au dénominateur, il faut s'assurer que le dénominateur est différent de 0. La valeur de x pour laquelle le dénominateur vaut 0, c'est x égale 1. Alors, le domaine de la fonction f est l'ensemble de nombres réels. Oh. Allons-y ensuite avec l'ordonnée à l'origine. Soit f 0. Si on remplace x par 0 dans la fonction. Donc, on obtient moins 28 sur moins 1 à la 2. Donc, moins 28 sur 1. Autrement dit, moins 28. Donc, une chose qu'on apprend ici, c'est que la fonction passera par le point 0, moins 28. Le but ultime de l'étude complète, c'est de tracer l'esquisse du graphique avec tous ces points particuliers et ces objets particuliers tels des asymptotes. Donc, un de ces points-là, on vient de le découvrir, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est le point 0, moins 28. Allons-y maintenant avec la recherche des zéros de la fonction. On va voir si la fonction a des intersections avec l'axe des x. Pour ce faire, on va mettre la fonction égale à 0. Alors, f de x égale à 0, soit 20x2 moins 28x moins 28 sur à la 2 égale 0. Alors, on va d'abord se débarrasser du dénominateur. On l'envoie en multiplication de l'autre côté, multiplié par 0, ça donne 0, ce qui nous laisse l'expression quadratique 20x2 moins 28x moins 28 égale 0. Notez que chacun de ces nombres-là, chacun de ces coefficients est divisible par 4. Alors, on peut diviser par 4 des deux côtés, ce qui va simplifier la recherche des zéros ici. Donc, si je divise par 4 des deux côtés, j'aurai l'équation équivalente suivante. Et je pourrais utiliser la formule quadratique x égale à moins b, donc moins 7 plus 7, plus ou moins racine carrée de moins 7 à la 2, moins 4 fois a, 5 fois c, moins 7, fois 5. Alors 7 plus ou moins la racine de 49 plus 140, donc plus 189 sur 10. Et tout ça me donne, si j'ai les deux valeurs approximatives, x est égal à 2,07 et x est approximativement égal à moins 0,67. Alors, ce sont les deux zéros de la fonction. Donc, approximativement à 2,07 et à moins 0,67. On va tenter de les placer tout à l'heure lorsqu'on va faire l'esquisse du graphique. Notez que j'aurais pu appliquer la formule quadratique avec les coefficients, avec les paramètres A qui vaut 20, B et 28, moins 28 et C moins 28, et j'aurais obtenu exactement le même résultat. J'aurais tout simplement eu des nombres plus grands dans ma formule. Passons à la deuxième étape, soit la recherche des asymptotes et l'étude du comportement à l'infini. Alors, pour la recherche des asymptotes verticales, commençons par la recherche des asymptotes verticales. Je vous rappelle, pour chercher les asymptotes verticales, on doit chercher aux limites du domaine ou aux restrictions
du domaine. Ou bien aux valeurs frontières s'il s'agit d'une fonction définie par partie. Donc ici, la seule restriction sur le domaine, c'est la valeur x égale 1. Alors je vais évaluer la limite à gauche et à droite de x égale 1, voir si on a affaire à un endroit où il y a une asymptote verticale. Donc la limite de x tend vers 1 moins de 20 x2 moins sur 2. Au numérateur, si je remplace x par 1, j'obtiens moins 36. Et au dénominateur, j'obtiens évidemment 0 sans surprise. C'était le pourquoi de la restriction sur le domaine. Alors, ce que je veux savoir, c'est si c'est un 0 plus ou si c'est un 0 moins. Alors, ici, 1 moins 1, ça donne 0 moins. Mais en l'élevant au carré, ça donne 0 plus. J'ai moins 36 sur 0 plus, ce qui tend vers moins l'infini. J'ai fait la limite lorsque x tend vers 1 plus de la même expression. J'obtiendrai à nouveau moins 36 en haut. Et cette fois, en prenant un nombre légèrement supérieur à 1, en soustrayant 1, on obtient un nombre légèrement supérieur à 0, donc 0 plus. En l'élevant au carré, ça demeure 0 plus. Alors, on a le même résultat de l'autre côté. Le fait d'évaluer une limite autour d'une constante et obtenir plus ou moins l'infini indique qu'on a bel et bien affaire à une asymptote verticale dont l'équation est x égale 1. La deuxième étape ici, c'est d'étudier le comportement à l'infini. Juste avant les asymptotes verticales, la recherche d'asymptotes verticales, s'il y avait eu plus d'une restriction, on aurait eu d'autres limites à calculer. Donc, le nombre d'étapes pour la recherche des asymptotes verticales est variable. En ce qui concerne le comportement à l'infini, ici, je dois évaluer la limite à plus et à moins l'infini. Donc, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction de moins 28x moins 28 sur. Donc, si je remplace x par moins l'infini, j'obtiens au numérateur moins l'infini à la 2, donc plus l'infini fois 20 plus l'infini, moins 28 fois moins l'infini donne plus l'infini, donc plus l'infini moins 28, ce qui donne plus l'infini. Et au dénominateur, j'ai moins l'infini au carré, ce qui donne plus l'infini. Alors, j'ai une indétermination. Comment je lève cette indétermination-là? Donc, je vais devoir appliquer la mise en évidence forcée. Mais je vous rappelle que pour appliquer la mise en évidence forcée, il faut avoir affaire au numérateur et au dénominateur à des polynômes. Donc, c'est le cas au numérateur, donc je n'ai rien à changer. Toutefois, au dénominateur, ici, j'ai une forme factorisée. Je vais devoir développer mon binôme au carré et obtenir le trinôme carré parfait x2 moins 2x. Ensuite, je peux appliquer la procédure de mise en évidence forcée et sortir la plus haute puissance au numérateur, donc x2, 20 moins 28 sur x moins 28 sur x carré. Au dénominateur, la plus haute puissance est aussi x2. Il me reste 1 moins 2 sur x plus 1 sur x carré. Alors ici, les x2 viennent se simplifier. Nous amène à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 20 moins 28 sur x moins 28 sur x2. 1 moins 2 sur x plus 1 sur x2. Alors, les deuxième et troisième termes de mon numérateur et de mon dénominateur sont des termes négligeables qui tendent tous vers 0. Ça me laisse 20 moins 0 moins 0 sur 1 moins 0 plus 0, c'est-à-dire 20 sur 1, soit 20. Alors, puisqu'on a fait une limite à moins l'infini et qu'on a obtenu une constante, ça signifie qu'on a affaire à une asymptote horizontale dont l'équation est y est égal à 20 et cette asymptote-là est atteinte à moins l'infini. Donc,
on garde ça en tête. Lorsqu'on va tracer le graphique, c'est un élément qu'on va ajouter, de même que l'asymptote verticale qu'on a trouvé précédemment. Il nous reste à faire la limite à plus l'infini. Alors, si je remplace, je vais juste commencer par retranscrire la fonction. Alors, cette fois, la forme devient infini moins l'infini sur l'infini. Quoi qu'il en soit, on a une indétermination. Alors, la procédure sera la même que précédemment. Alors, on va faire une mise en évidence forcée et on va se retrouver à avoir une limite à l'infini de 20 moins 20 sur x moins 28 sur x2 sur 1 moins 2 sur x plus 1 sur x2 et le résultat sera 20. Alors, on a la même asymptote. Okay? À nouveau, l'asymptote horizontale d'équation y égale 20, mais cette fois, elle est atteinte aussi à plus l'infini. Alors, passons à l'étape numéro 3. La dérivée première et les valeurs critiques. Alors, je vais devoir dériver la fonction f de x. Donc, puisqu'il s'agit d'un quotient, je vais appliquer la règle du quotient. Donc, d'abord, le numérateur dérivé fois le dénominateur inchangé moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur, le tout sur le dénominateur élevé au carré. Alors, dérivons le numérateur pour commencer. Alors, ça me donne 40x moins 28. Alors, j'ai x2 moins 28x moins 28 ici. Et ici, la dérivée donne 2 fois x moins 1 à la 1 fois la dérivée de x moins 1. Je vais enlever la 1, alors ça a l'air d'un prime. Fois la dérivée de x moins 1. Le tout sur x moins 1 à la 2 à la 2, donc 2 fois 2, 4. Alors, cette dérivée-là va tendre va valoir 1. Alors, ce qu'il me reste à faire à la prochaine étape, c'est faire une mise en évidence du facteur x moins 1 qui est présent dans le premier terme et dans le deuxième terme. Alors, je le mets en évidence ici, donc x moins 1. Donc, il va me rester ici 40x moins 28. Donc, qu'est-ce qui va me rester de ma soustraction? Du premier terme, il reste 40x moins 28 fois x moins 1. Et du deuxième terme, donc j'ai sorti x moins 1, il me reste 2 fois x2 moins 28x moins 28. Alors, il va y avoir une simplification qui va pouvoir se faire suite à cette mise en évidence simple. Donc ici, le facteur x moins 1 vient se simplifier une fois en haut et en bas. Et il me reste à développer ici l'expression à quelques endroits ici. Alors, je vais avoir 40x2 moins 40x moins 28x plus 28. Moins 40x2. Si c'est un moins, pas très clair. Donc, plus 56x plus 56 et tout ça est sur à la 3. Alors, les 40x2 ici disparaissent. Et si on fait la somme des x et aussi la somme des constantes, on obtient moins 12x plus 84 sur x moins 1 à la 3. Que je peux réécrire moins 12 fois x moins 7 sur 1 à la 3. L'une ou l'autre de ces formes-là est intéressante.
Tout ça me mène à la recherche des valeurs critiques. A, les valeurs telles que la dérivée est égale à 0, ou B, les valeurs telles que la dérivée n'existe pas. Alors, pour que la dérivée soit égale à 0, je peux prendre ma fonction. Jamais égale à 0. On l'a vu dans d'autres exemples précédemment. Dans des cas comme ceux-ci, le dénominateur est envoyé de l'autre côté et il est absorbé par le 0, ce qui me laisse moins 12 fois x-7 égale à 0. Je divise par moins 12 des deux côtés, ben, c'est x-7 égale 0. Et donc x égale 7 est ma valeur critique telle que ma dérivée est égale à 0. Pour les valeurs critiques telles que la dérivée n'existe pas, il suffit de faire le domaine de la dérivée première. Alors ici, si on va regarder la dérivée première, il y a toujours la restriction en x égale 1. Alors le domaine, c'est les réels sauf 1. Est-ce que 1, c'est une valeur critique? Non. En fait, 1, c'est une restriction. Alors, on ne le nommera pas comme étant une valeur critique. C'est toutefois une valeur qu'on va mettre éventuellement dans notre tableau de variation. Alors, tout ça nous mène à la dérivée seconde, ainsi que les valeurs critiques. Donc, étape numéro 4. Alors, dérivée seconde. Donc, ma fonction, c'était, je vais la réécrire ici pour l'avoir en visuel, moins 12x plus 84 sur x moins 1 à la 3. Il y avait aussi la forme moins 12 fois x moins 7, mais donc ça aussi est tout aussi juste. Alors, on peut y aller avec donc la dérivée du numérateur, donc moins 12x plus 84 rime fois x moins 1 à la 3 moins 12x plus 84 fois dérivée de x moins 1 à la 3 sur x moins 1 à la 3 élevé au carré. Donc ça, c'est l'application de la formule du quotient. Alors, en premier lieu, ici, on a la dérivée qui donne moins 12 fois x moins 1 à la 3 moins 12x plus 84 fois la dérivée de x moins 3 x moins 1 à la 3, donc fois 3 fois x moins 1 à la 2 fois la dérivée de x moins 1 qui, comme précédemment, va donner 1. Tout sur x moins 1 à la 3 à la 2, 3 fois 2, 6. Alors, un peu comme précédemment, je peux mettre en évidence les facteurs x.1. Notez que je pourrais aussi mettre le facteur 3 en évidence, mais je peux aussi le laisser puis attendre plus tard avant de le sortir puisqu'il s'agit d'une constante. Alors, je peux me concentrer uniquement pour l'instant sur le facteur x.1 qu'on peut sortir 2 fois. Si on fait ça, du premier terme, il me reste moins 12 fois x moins 1 et c'est tout. Et du deuxième terme, il reste le moins 12x plus 84. Et on avait un 3, que je vais mettre devant, tiens, ici comme ça. Voilà. Sur x à la 6. Alors, à l'étape suivante, il va y avoir une simplification qui va se faire. Donc, 2 ici, donc il en reste 4. Et je vais développer mon expression ici comme ceci. Alors, j'aurai moins 12x plus 12 plus 36x moins 3 fois 84, donc 252. Le tout sur x-1 à la 4. Alors, je rassemble les x, ça me fait 24x. Je rassemble les constantes, moins 240 sur x-1 à la 4. Ou on pourrait factoriser le numérateur, 24 fois x moins 10 sur x-1 à la 4. Donc, les deux dernières expressions sont tout à fait adéquates pour la prochaine étape qui consiste à trouver les valeurs critiques.
la dérivée en utilisant la dérivée seconde. Les valeurs critiques, A telle que la dérivée seconde égale 0, et B, les valeurs telles que la dérivée seconde n'existe pas. Alors, je prends la dérivée de 24 fois x moins 10 sur x moins 1 à la 4 égale à 0. Mon dénominateur envoyé de l'autre côté. Je divise par 24, je laisse x moins 10 égale 0 et je trouve x égale 10. Première valeur critique. Le domaine, ben ici, on a toujours, encore une fois, le facteur x moins 1 qui est maintenant rendu à la 4. Okay? Donc, le domaine de la dérivée seconde, c'est toujours les réels sauf 1. 1 est toujours une restriction, ce n'est pas une valeur critique, mais ça demeure une valeur très importante qu'on va mettre dans le tableau de variation. Alors, si on fait un résumé de ce qu'on va mettre dans le tableau de variation, donc on voit ici la valeur x égale 10. On va reculer un peu en arrière. Précédemment, avec la dérivée première, on avait trouvé la valeur x égale 7. Et on va ajouter à ça les éléments en lien avec le domaine. Ici, donc le domaine, c'est les réels sauf 1. Donc les valeurs que je dois mettre dans mon tableau de variation vont aller de moins infini à plus l'infini. Il y aura la restriction x égale 1 et les valeurs critiques 7 et 10. Alors ça va me donner un tableau de variation de cette taille. Donc commençons avec la première ligne. Donc x va aller de moins l'infini à plus l'infini en croisant 1, ensuite 7, ensuite 10, en prenant bien soin de mettre une colonne entre chacune de ces valeurs-là. On va étudier la dérivée première, étudier la dérivée seconde, étudier leurs effets sur la fonction f, en termes de croissance et de décroissance et de concavité. Et ici, on va, dans la ligne allure, on va mettre les éléments qui vont permettre de tracer l'esquisse du graphique. Alors, le tableau de variation, commençons par la fonction dérivée première. Tiens, je vais les transcrire ici. Ma dérivée première, c'était moins 12 x moins 7 sur x moins 3. Et ma dérivée seconde, c'était 24 fois x moins 10 sur x moins 1 à la 4. Donc, ma dérivée première, si je prends une valeur qui est inférieure à 1, par exemple 0, donc j'obtiens moins 12 fois 0 moins 7, donc 0 moins 7, moins 7, moins 12 fois moins 7, négatif fois négatif, positif. Au dénominateur, j'ai 0 moins 1, donc moins 1, exposant 3, ce qui donne un nombre négatif, donc j'avais positif sur négatif, ça donne donc négatif. Qu'est-ce que j'ai écrit en 1, 7 et 10? J'aurais pu commencer par ça. 7, c'est ma valeur critique. Okay? Donc, c'est ici que j'ai écrit 0. Et ici, je vais écrire n'existe pas, puisque f' de 1 n'existe pas. C'est une restriction sur le domaine de la fonction et aussi sur le domaine de la dérivée. Donc, ce n'est pas dérivable en x égale 1. Je n'écrirai rien en x égale 10, puisqu'il s'agit d'une valeur qu'on a trouvée par la suite lorsqu'on a traité la dérivée seconde. Okay? Donc, on va plutôt mettre un ensemble de signes. Donc, l'ensemble de signes ici, dans ces trois cases-là, seront identiques. Okay? Donc, ça, c'est bon à savoir. Si on prend une valeur entre 1 et 7, donc pour remplir cette colonne-là, ici, donc prenons le nombre 2, tout simplement. 2 moins 7, ça donne moins 5, donc négatif. Moins 12 ou moins 5, négatif. Donc, positif au numérateur. Et 2 moins 1, ça donne 1 à la 3 positif. Donc, j'ai des positifs partout. Positif sur positif, ça donne positif. Si cette fois, je prends un nombre supérieur à 7, par exemple 8, je pourrais prendre 10, je pourrais prendre 11, ça aurait toujours le même résultat. Si je prends 8, 8 moins 7 donne positif. Donc, au dénominateur, ça demeure positif. Et on a multiplié par moins 12, donc négatif, positif sur positif. Ça donne négatif au final. Et voilà. En passant, les deux cases qui sont ici sont superflues. On les remplira jamais. Et ce sera la même chose pour ces cases-là. Faisons l'étude maintenant de la dérivée seconde. Regardons juste la fonction en soi.
OK? 24, c'est un nombre positif, donc il n'affectera jamais le signe de la fonction. Et on a l'expression x-1 à la 4. Donc, un exposant pair implique que le dénominateur va toujours être positif. Le seul facteur qui a une influence sur le signe, c'est le facteur x-10. Alors, je pourrais juste me contenter de tester ce facteur. Donc, par exemple, avec x égale 0 ici, et j'obtiendrai 0 moins 10, donc un nombre négatif ici. Oui, en passant ici, le 10 était le 0 de la dérivée seconde, et on a toujours un n'existe pas ici en x égale 1. Et en 7, ben, le 7 était une valeur qui était propre à la dérivée première, fait qu'on va plutôt écrire un signe ici, dans cette case-là, et ces trois symboles-là seront assurément les mêmes si on n'a pas fait d'erreur. Alors, si je prends une valeur entre 1 et 10, ça pourrait être 7, ça pourrait être 3, ça pourrait être 8, et que je soustrais 10, j'obtiens un négatif. Alors, c'est des négatifs ici, partout. Et si je prends une valeur supérieure à 10, ça devient positif. Maintenant, regardons l'effet de ces signes-là sur la variation de la fonction. D'abord, en ce qui concerne la dérivée première, ça aura un effet sur la croissance ou la décroissance. Ici, négatif, donc je vais mettre une flèche. Je laisse l'espace ici pour mettre le symbole de concavité. Positif, croissant. Négatif, décroissant. Négatif, décroissant. Donc, une colonne sur deux, on est en train d'étudier les intervalles, donc ce sera des courbes ici. Ensuite, ici, on est dans la dérivée seconde, donc c'est la concavité. C'est une information sur la concavité qu'on a. C'est négatif, donc c'est concave vers le bas. Négatif, concave vers le bas. Négatif, concave vers le bas. Et positif, concave vers le haut. On peut tout y aller avec le cumul des deux symboles, soit la flèche courbée. Donc, on a une portion décroissante et concave vers le bas. Ça donne une flèche qui ressemble à ceci. Concave vers le bas et croissant, donc c'est la flèche qui ressemble à ceci. Décroissant et concave vers le bas, on a ça. Et toujours décroissant, mais cette fois concave vers le haut, on a une flèche comme ceci. Les points, on va ici aller chercher les coordonnées des points. Ici, il n'y a pas de coordonnées puisque 1 est une restriction sur le domaine. Donc, on a une ligne complète ici de n'existe pas. Et pourquoi? Ben, c'est parce qu'on avait je vous rappelle, une asymptote verticale en x égale 1. Puis si on fait un retour en arrière, la recherche des asymptotes, à gauche et à droite, lorsqu'on faisait la limite à gauche et à droite de x égale 1, on tendait vers moins l'infini. Voyons voir si ça coïncide avec les flèches qu'on a à gauche et à droite dans le tableau de variation. Effectivement, ici, si on a une asymptote verticale et qu'on a une courbe qui fait ceci et ensuite cela, on a bel et bien une limite à gauche et à droite qui tend vers moins l'infini. Donc, ça vient coïncider avec le résultat qu'on a obtenu lors de notre recherche d'asymptote verticale. Ici, ben, on a un maximum lisse et ici, on a un point d'inflexion. Je vais aller chercher ici la coordonnée de mon point en x égale 7. Je remplace x égale 7 dans la fonction initiale f de x. Je vous fais le calcul pour vous, ça donne 21. Si je remplace par x égale 10, j'obtiens 20,8 périodiques. Il reste deux éléments à remplir, deux éléments nouveaux par rapport aux capsules vidéo précédentes sur l'esquisse du graphique, puisque ici, on a fait l'étude du comportement à plus et à moins l'infini. Il y a des éléments qu'on va pouvoir rentrer ici. Donc, soit le résultat qu'on a obtenu lorsqu'on a fait la limite à moins l'infini, c'est-à-dire 20. Et à plus l'infini, on a eu le même résultat. Et qu'est-ce que ça signifiait? Qu'au niveau de l'allure, on avait à l'extrême gauche et à l'extrême droite du graphique une fonction qui tend vers une asymptote horizontale d'équation y égale 20. Notez que si nos limites à plus et à moins l'infini auraient obtenu autre chose qu'une constante, par exemple plus l'infini, on aurait écrit le résultat ici ou ici, plus ou moins l'infini, et on aurait mis un x ici pour indiquer qu'il n'y a pas d'asymptote si ça avait été le cas. Alors, on va terminer avec l'esquisse du graphique. Je vais le faire à la page suivante, mais je vais peut-être revenir.
va être plus facile de faire un suivi en ayant le tableau de variation juste à côté. Okay. Alors, la première chose qu'on doit tracer lorsqu'on fait l'esquisse du graphique, ce sont les axes. Et pour tracer les axes, il faut bien regarder deux choses. Okay? L'intervalle de x et l'ensemble des valeurs de y qui ont de l'importance ici dans la fonction. Je vais aussi en profiter pour aller réécrire les points de coordonnées qu'on avait trouvés, que sont l'ordonnée à l'origine, le point 0, moins 28. On avait aussi deux zéros à moins 0,7, approximativement 0, et 2,1. On est un peu plus précis tout à l'heure, mais de toute façon, ça n'a pas tant d'importance que ça. Ici, on veut juste s'assurer que notre courbe passe approximativement à ces endroits-là lorsqu'on va tracer la fonction. Alors, en termes de y, je vais de moins 28 jusqu'à 21. Okay? Donc, je vais m'assurer de couvrir cet intervalle-là. Alors, je vais faire des bonds de 10, par exemple, 10, 20, 30, 10, 20, 30. Des bonds de 10 ici. Et pour l'axe des X, ben, la majorité des trucs se passent entre 1 et 10. Okay? Hormis un des zéros qui est à moins 0,07, et que je dois m'assurer d'aller chercher toutes ces valeurs-là. Alors, je vais faire des bonds de 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais l'écrire pour ne pas l'oublier. Et voilà, ceci. Okay. Alors, maintenant que j'ai tracé mes axes et que j'ai choisi une échelle adéquate, une échelle qui va me permettre de bien voir chacun des éléments, ou du moins le maximum d'éléments, je vais aller tracer mes asymptotes. Alors, d'abord, une asymptote verticale en x égale 1. Et ensuite, une asymptote horizontale en y égale 20. Je vais ensuite aller placer tous mes points particuliers que sont les zéros, ordonnée à l'origine, extrémum, point d'inflexion. Alors, on avait d'abord l'ordonnée à l'origine ici à... Donc, ici, j'étais à moins 20. Donc, ici, je suis à moins 28 environ. J'avais un 0 ici à moins 0,07 et un 0 à 2,1. Je vais juste prendre une autre couleur. Tiens. Voilà, ça va être un peu plus apparent. J'avais un sommet, un maximum, pardon, en 0,7, 21. Et un point d'inflexion en 10, 20,8. Donc légèrement en dessous. Ici. C'est un peu dur d'être très, très précis ici. L'important ici, c'est de bien, ça va être de bien voir à quel type de point on fait référence. Alors maintenant, je vais regarder l'allure de ma courbe. Ici, ma courbe va venir s'accoter sur mon asymptote horizontale, partir de mon asymptote horizontale, puis aller frôler mon asymptote vertical. Donc, commençons par cette section de courbe-là. Et elle doit passer par mon 0 et mon ordonnée à l'origine. Alors, j'aurai une courbe qui fera ceci.
concavité vers le bas, décroissante en tout temps. Ensuite, à partir de mon asymptote vertical à moins l'infini, on monte jusqu'au maximum en croisant ici le 0. Après ça, je vais redescendre avec une concavité vers le bas. Et ici, je vais avoir une légère inflexion. Et je vais venir tout doucement glisser le long de mon asymptote horizontal. Quelque chose comme ça. Bon, on dirait que ça continue de croître. J'aime pas trop ça. Comme ça. Okay. Et ici, donc, c'est pas très clair, mais il y a une concavité vers le bas. Et là, la concavité change tout en demeurant décroissante. Et on vient glisser le long de l'asymptote. Ceci. Donc, c'est pas très clair ici, mais si jamais je faisais un zoom sur cette section-là, j'aurais quelque chose qui ressemble à ceci. Donc, c'est quelque chose comme ça que je verrais si je faisais un zoom sur cette section-là. Alors voilà, ça conclut. On pourrait rajouter, pour être plus précis, les coordonnées des points, le point 7, 21, ici le point 10, 20,8 périodique. Ici le point 2.1, 0. Ici le point 0, moins 28. Et ici le point moins 0.7, 0. Et voilà, donc on a utilisé l'ensemble des notions de calcul différentiel pour pouvoir tracer l'esquisse du graphique, donc sans utiliser d'outils technologiques. Voilà.